Alors, Madame le ministre, pour commencer, nous allons essayer de voir dans une courte vidéo les réalisations phares de votre département pour ces derniers mois et nous allons revenir sur ce plateau pour en parler. Dans le secteur de la santé, les défis sont certes nombreux, mais pas impossible de les relever. Parmi les maux qui minent ce secteur figure l'insuffisance d'infrastructures, de moyens roulants, d'équipements et de ressources humaines. Progressivement, le chef du département de la santé, colonel Assaba Diallo Touré, est en train de chercher des solutions à ces problèmes. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'organisation des États généraux de la santé en décembre dernier. Le rapport final de ces EGS contient 68 grandes recommandations et 283 activités opérationnelles avec un plan d'action décennal qui prévoit le recrutement de 5000 agents de santé par an pour couvrir tout le pays. La première activité de ces recommandations mises en œuvre a été la révision de la carte nationale hospitalière du Mali. Par rapport à l'amélioration des plateaux techniques, plusieurs hôpitaux de Bamako et de l'intérieur du pays ont été dotés d'appareils de dernière génération comme le CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati, la clinique périnatale Mohamed VI, l'hôpital du Mali. Au Centre national d'appareillage orthopédique, un centre d'excellence en sciences des orthèses et prothèses du Mali a été construit pour la formation pratique des étudiants de l'Institut national de formation en sciences de la santé. L'hôpital de Sikasso a également reçu un scanner et un appareil de radiographie télécommandé. Le CCRF de Nara et celui de la commune 6 du district de Bamako ont été dotés d'appareils de radiologie numérique, d'échographie et de couveuses. Pour les dialysés, 30 générateurs ont été répartis dans différents centres de dialyse à travers le pays. À l'approche de l'hivernage, certains centres de santé de l'intérieur du pays ont bénéficié des ambulances pour faciliter l'évacuation des patients. Des panneaux solaires ont été installés à Koulikoro, Menaka, Mopti, Ségou, Sikasso, Kaye et le district de Bamako pour le fonctionnement des jeunes experts. Ceux des œuvres sociales du président de la transition viennent s'ajouter à ces installations solaires dans les hôpitaux, les CCRF et les CESCOM du district de Bamako. Beaucoup de travaux sont en cours d'exécution, parmi lesquels on note la réalisation de 3 centres de production d'oxygène dans les hôpitaux de Kaye, Kati et de dermatologie de Bamako, et 6 autres centres sont en cours de réhabilitation à Bamako et à l'intérieur du pays, l'extension et la modernisation de l'hôpital de Tombouctou, l'acquisition en cours de 6 unités mobiles de consultation médicale et de laboratoire. Alors, Madame le ministre, ce n'est donc pas un hasard peut-être si vous avez décidé de nous recevoir ici à Kalabankoro. Pourquoi le choix de ce centre de santé de référence? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Bonsoir Yaya, bonsoir Fadima. Donc, bonsoir Madame le ministre. Nous sommes au centre de santé de référence de Kalabankoro et je remercie le personnel du centre et toute la population, l'administration de Kalabankoro pour l'accueil. Comme vous l'avez dit, nous sommes dans un centre de santé de référence qui est un maillon de notre pyramide sanitaire. Notre pyramide sanitaire qui commence par les centres de santé communautaires. Nous en avons 1751 sur toute l'étendue du territoire et nous sommes dans un des 65 centres de santé de référence fonctionnels du Mali qui est Kalabankoro. Après ça, nous allons avoir les hôpitaux de référence et on est en train, dans le cadre des États généraux de la réforme, on va aller jusqu'à la 4e référence et la base de la pyramide aussi qui va s'élargir encore plus avec les relais et les agents de santé communautaire. Pourquoi Kalabankoro aujourd'hui? Kalabankoro, on dit Kalabankoro c'est Bamako, Kalabankoro c'est Koulikoro et Kalabankoro c'est un endroit stratégique qui se trouve à plusieurs frontières parce qu'on a vu qu'il y a des axes très accidentogènes au niveau de Kalabankoro. Il y a beaucoup d'évacuations qui se font au niveau de Kalabankoro et il y a beaucoup d'évacuations de référence qui se font à Kalabankoro. Alors, un centre de santé de référence, il sert à quoi dans le système que vous nous avez décrit?
Le centre de santé de référence sert, comme on le dit, quand il y a des centres de santé communautaires qui se trouvent au niveau de la communauté, qui est le premier contact avec la communauté. Quand le patient va à ce centre de santé communautaire, qui est surtout pour la prise en charge des pathologies faciles, quand ils sont butés à des problèmes, on demande l'évacuation vers les centres de santé de référence. Et je profite de votre plateau pour dire que normalement, beaucoup demandent des ambulances pour des centres de santé communautaires. Dans notre schéma, les ambulances doivent être stationnées dans les centres de santé de référence. Et quand il y a problème, c'est le centre de santé de référence qui envoie les ambulances dans les différents centres de santé communautaires pour les acheminer dans les centres de santé de référence. Et la population parfois ne comprend pas, demande que dans tel endroit ou tel endroit, tel CESCOM a besoin d'ambulance, alors que ça ne fait pas partie de notre schéma. Alors, on constate quand même que les populations à tous les niveaux préfèrent s'adresser directement aux hôpitaux, aux grands hôpitaux. Alors, est-ce que cela répond au schéma que vous avez établi en matière de système de santé au Mali? Donc, comme je l'ai dit, le premier contact doit être le centre de santé communautaire. Et sur ce plan-là, nous avons un gros travail à faire. C'est un travail de communication, un travail de sensibilisation pour que les populations comprennent où s'adresser et quand s'adresser. Et on va s'atteler à cela parce que ça évite beaucoup de désagréments. Quelqu'un qui sort toutes ces structures, qui se trouve dans une structure centrale, quand il n'est pas bien accueilli, parfois il ne comprend pas, alors qu'il aurait pu avoir satisfaction à un niveau plus inférieur. Madame le ministre, vous avez parlé de centres de santé communautaires. Est-ce que c'est assez suffisant, ça recouvre assez le territoire national et ce n'est pas un peu un handicap pour que les populations aillent au bon point? Vous savez, le Mali est un territoire très vaste avec plus d'1,241,000 km². On sait qu'on a 165 districts sanitaires avec le nouveau découpage et il y a des centres de santé de référence, la construction de certains qui sont prévus. On n'en a pas assez, mais déjà ceux qui sont là, on fait de sorte qu'ils soient fonctionnels et qu'ils puissent satisfaire les populations. Les accueils, on a vu beaucoup de citoyens se plaindre, notamment sur les réseaux sociaux, sur l'accueil, sur les urgences. Les vidéos ont circulé, et pas plus récemment que la dernière vidéo qui fait référence au quartier de la Fiabgou. L'accueil aujourd'hui est un grand problème, Madame le ministre. Si on peut remonter ce que disent les citoyens, qu'est-ce que vous avez à dire concernant l'accueil au niveau des centres de santé? Nous sommes très conscients de ce qui se dit un peu partout. Et l'accueil a été un point qui a été abordé lors des États généraux de la santé. Il y a des thématiques. Et pas plus tard que ce matin, nous avons fait une séance de travail sur ça. Et il y a beaucoup de travail à faire en amont. Et comme on le dit, un patient bien accueilli est à moitié soigné. Mais parfois, l'accueil, il faut sensibiliser des deux côtés. Non seulement les patients, mais aussi le personnel soignant. Parce que le patient, parfois, doit comprendre comment travaillent ces structures-là. Par rapport à ce qui a été dit en commune 4, c'est une patiente qui est venue, je pense, après la garde, en consultation, et il y a des urgences. Et tout le monde sait qu'après la garde, le médecin qui a passé la nuit avant de rentrer doit voir ses patients, les donner des instructions avant de rentrer. Donc, ce n'est pas les urgences. Et les urgences, c'est un autre côté. Donc parfois, il y a ce manque de communication, ce manque d'éclaircissement qui se fait et qui fait. Et on l'a dit, hein, même ce matin, nous sommes prêts à recevoir les dénonciations. Chaque fois qu'il y a dénonciation, qu'on nous dise qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et nous prendrons nos responsabilités. Mais de l'autre côté aussi, il faut que les patients aussi évitent d'abuser et faire parfois des images, des choses qui ne sont pas fondées. Parce que là aussi, c'est l'autre versant du couteau, on pourra réagir aussi. Madame la ministre, il faudrait nous éclaircir notamment sur la prise en charge des malades. Aujourd'hui, le citoyen dit aujourd'hui que celui qui n'a pas d'argent n'est pas pris en charge. Qu'est-ce que vous en dites de cet état de fait de la prise en charge des malades qui est très souvent décrié par nos populations? Je pense que la population malienne peut s'estimer vraiment très heureuse. Nous avons notre système d'assurance maladie obligatoire où le patient ne paye que 30% du traitement et en cas d'hospitalisation ne paye que 20%. Et je pense que quand on va dans un centre de santé, la prise en charge est effective. Nous avons des spécialistes un peu partout. Ce n'est pas par manque d'argent
que les patients ne sont pas pris en charge. Parce que le plateau technique est là, le médecin est là, le personnel soignant est là pour la prise en charge et on n'a pas besoin de gros moyens pour soigner les patients. Quelle est la politique réellement qui est dégagée pour être bien plus clair? La politique qui est dégagée, je sais, lors de la feuille de route qui a été donnée au chef du gouvernement, le général de division Ablaye Maïga, le 27 novembre 2024, l'axe 4, c'est une couverture sanitaire sur toute l'étendue du territoire. Donc ça fait partie des préoccupations des plus hautes autorités, notamment le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et il a tout fait pour que ça puisse se faire. Et tous les moyens ont été donnés. Les plateaux techniques ont été relevés un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Le personnel, bien que n'ayant pas suffisamment de personnel, le personnel qui est là fait de son mieux dans la plupart des cas. Et on s'attelle à corriger tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui ne marche pas pour que cette prise en charge soit effective pour le bonheur de nos citoyens. Alors, dans la question globale de l'accueil, moi je voudrais souligner particulièrement la question des urgences. Alors, les urgences, Madame le ministre, comment est-ce que ça fonctionne dans la théorie et dans la pratique? Normalement, quand un patient vient aux urgences, normalement dans les hôpitaux, il y a une prise en charge qui est là, même si la personne vient sans les parents. Les urgentistes font le travail et l'ordonnance parfois, quand le patient voit les parents, on donne. Dans le cas contraire, la structure prend en charge et la structure est remboursée par l'État. Il y a des patients qui viennent sous X, on ne connaît pas leurs parents, on les soigne, on fait de bilan et ils arrivent même à décéder, mais la prise en charge est faite. Dans la théorie, dans la pratique? Mais dans la pratique, qu'est-ce qui fausse le calcul? C'est quand un patient vient, lui, pensant être plus nanti, essaye de court-circuiter tout ça. Au lieu de suivre la voie normale, lui vient, il s'adresse directement au personnel soignant, lui donne de l'argent, bon, prenez en charge mon patient. Donc c'est pour cela que je demande que la collaboration des patients aussi pour nous aider à les soigner. D'accord, parlons de l'état global de la couverture sanitaire du pays. Quand on se rend dans vos hôpitaux, Madame le ministre, on a l'impression que c'est toute la République qui est là, tellement il y a de monde. Quel est l'état des lieux de la couverture sanitaire aujourd'hui au Mali et qu'est-ce que vous faites pour l'améliorer? On essaye de faire ce qu'on peut faire parce que les structures, comme vous voyez, Kalamankoro ici c'est la périphérie, il y a assez d'espace, mais nous avons des structures assez vétustes. Nous avons des structures qui ont été créées pas pour autant de population. Vous savez, quand on créait les centres de santé de référence, en fait, c'était fait pour gérer 75 000 personnes. Et aujourd'hui, aucune commune n'a moins de 1 demi-million d'habitants. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à changer. Non seulement les locaux. Il faut changer les locaux, il faut changer les équipements et il faut renforcer le personnel. La population doit comprendre parfois que ce personnel soignant qui est là, qui fait le travail, une personne peut faire le travail de 4 ou 5 personnes. Ils le font. Parfois, les gens n'ont pas la même capacité d'accueil. Les gens n'ont pas la même capacité d'endurance. Donc c'est pour cela, parfois, certains peuvent s'énerver et ne pas faire correctement ce travail. Alors, parlons de l'accessibilité des soins aux Maliens. Est-ce que le Malien moyen peut se soigner aujourd'hui dans vos structures de santé, Madame le ministre? Le Malien moyen peut se soigner et même le Malien qui est au minimum peut se soigner avec l'assurance maladie obligatoire. Et vous savez qu'en politique de protection sociale, nous sommes en train de tendre vers le régime d'assurance maladie universelle. Et c'est pour cela qu'on est en train de sensibiliser pour que le maximum de Maliens y adhèrent pour pouvoir aider les autres. Parce que ce système, c'est un système où tout le monde va contribuer et aider les plus démunis. On sait que cette assurance n'est pas gratuite, mais vous ne trouvez pas qu'elle est quand même assez élevée pour les citoyens, pour le ménage? C'est une charge en plus pour nos citoyens? Je ne pense pas que ce soit une charge en plus parce que si on le voit réellement, c'est fait à partir des revenus. Le calcul, c'est un calcul scientifique qui est fait
à base de revenus. Et même ceux qu'on demande d'adhérer, ceux qui sont non fonctionnaires avec les mutuelles, tout ça c'est avec un calcul bien scientifique qui est fait avec des spécialistes qui proposent. Et récemment, nous venons de faire pour la culture, l'assurance volontaire pour la culture. Et là aussi, ça a été un calcul fait avec les spécialistes et avec les artistes pour voir ce qu'ils peuvent payer réellement. Vous avez dit que c'est un calcul qui est fait en fonction du revenu de tout un chacun. Mais on sait quand même que dans notre pays, il y a des communautés qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de revenus, qui sont dans une précarité. Est-ce que ces personnes ont droit à cette assurance? Pour vous dire que tout le monde est pris en compte et que personne ne sera laissé de côté, nous avons l'ANAM, qui est l'assistance maladie. Et là, nous avons 3 millions de Maliens qui sont traités à ce jour gratuitement, sans rien payer. 3 millions. Ils ont leur carte d'indigents, ils sont traités, ils sont hospitalisés et tous les frais sont pris en charge par l'État à hauteur de 85% et les collectivités à hauteur de 15%. Madame le ministre, on ne pourrait pas parler d'assurance maladie sans parler de ce cas de fait qu'on a pu voir très souvent avec le syndicat des pharmaciens qui avait fait un communiqué qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait couler beaucoup d'encre, on dira. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur cet état de fait? Cet état de fait, bon, c'est un fait divers que pour moi c'est sans objet parce que tout était déjà dans le circuit. On était dans la logique de les payer et il y a un problème qu'ils doivent comprendre. C'est-à-dire pour le remboursement, dans le texte initial, on parlait de 15 à 30 jours pour le remboursement. Et ça, c'était au début, quand il n'y avait pas beaucoup de feuilles de soins à faire. Maintenant, il y en a suffisamment et ça peut prendre du temps. Et généralement, c'est tout un circuit qui est là pour le paiement. Et donc, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais on dira que la CANAM avait joué son rôle et ça devait être sans objet normalement. Alors, Madame la ministre, vous l'avez dit, vous envisagez donc de passer de l'AMO au RAMU. Expliquez-nous un peu ce qui va changer et où est-ce que vous en êtes avec ce processus? Quand est-ce que vous êtes censé le conclure? Ce qui va changer, c'est que c'est tous les Maliens qui seront dedans. Il y aura les mutuelles, il y aura tout ce qui se passe actuellement, ça va se faire. Et présentement, on aura une couverture jusqu'à 90, sinon plus, de Maliens qui seront dans ça. Ça va jouer sur les gratuités parce que beaucoup de gratuités seront prises en charge. Et vous dire que présentement, on a beaucoup de gratuités qui sont là, mais qui ne sont adossées à aucun texte juridique. Donc, on va corriger tout ça. On verra. Et on fera des gratuités. Dorénavant, ça sera des gratuités ciblées. Quelqu'un qui a un peu de moyens paiera un peu et celui qui n'en a pas du tout sera pris 100% gratuitement. Alors, les gratuités, présentement, vous dites qu'il n'y a pas de gratuité en tant que telle. La césarienne est censée être gratuite. La césarienne est gratuite. Le palu est gratuit. D'accord. Le VIH est gratuit. La tuberculose est gratuite. La dialyse est gratuite. Est-ce que tout cela est véritablement gratuit aujourd'hui dans vos centres de santé? Vous pouvez passer voir. Hein. Vous pouvez passer voir si, comme on dit, il y a ce qu'il y a et ce qu'il y a réellement sur le terrain. Mais ce sont des gratuités qui sont là. En ce qui concerne, par exemple, la césarienne, il y a beaucoup de polémiques par rapport à ça. Mais que les gens comprennent, c'est l'acte qui est gratuit. Ce n'est pas tout le processus qui peut être gratuit. Une femme peut venir avec d'autres pathologies, avec d'autres maladies. Quand on demande au mari d'aller acheter le médicament, il dit non, c'est la gratuité. Non, c'est l'acte qui est gratuit. Il y a des mesures d'accompagnement. Il y a des kits simples, il y a des kits compliqués. C'est tout un processus qui est là. Mais avec les états généraux, tout ça sera revu parce qu'on est là-dessus pour voir comment on va faire tout ça, éclaircir tout ça et expliquer aux Maliens. Alors, on parlera états généraux, bien évidemment, mais pour l'instant, je suggère qu'on parle paludisme et transfusion sanguine. D'abord, le paludisme. Alors, c'est une maladie qui cause beaucoup de dégâts dans notre pays et dans bien d'autres. Plusieurs pays sont aujourd'hui sur la voie de l'éradication. On sait que le Mali a beaucoup fait en matière de recherche vaccinale notamment. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec la lutte contre cette maladie et quand est-ce qu'on va aller vers son éradication? On peut dire que le Mali est en bonne position dans la lutte contre le paludisme. Parce que cette année, le 25 avril, lors de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, le Mali a introduit le vaccin contre le paludisme. Et ce vaccin vient s'ajouter à toutes les autres méthodes qui étaient là avant, c'est-à-dire les SP qu'on donne pour la chimioprophylaxie des enfants, le SP qu'on donne aux femmes enceintes, les moustiquaires qui sont donnés aux femmes enceintes et les pulvérisations intradomiciliaires. Et avec ça, l'introduction de ce vaccin
Je pense que le Mali aussi va s'inscrire dans l'éradication du paludisme d'ici 2030. Madame le ministre, dans la même veine, il y a une problématique aussi dont on a besoin de parler et d'avoir des précisions là-dessus. Il s'agit de la problématique du sang. Aujourd'hui, vous êtes sans savoir peut-être qu'au niveau des centres de santé, il y a souvent un manque de sang. Est-ce que le Mali manque de sang, d'abord, comme première question? Pour vous dire que nous avons un centre national de transfusion sanguine qui a toutes les commodités. Et je profite aussi pour remercier le président de la transition qui vient de doter ce centre d'énergie solaire. Donc ce centre pourra travailler H24 pour satisfaire les Maliens. Et dire que le sang, on en a suffisamment. Dans tous les centres de santé de référence, on a pratiquement des banques de sang. On a décentralisé et on compte faire des centres de santé, des centres de transfusion sanguine dans certaines régions pour que le sang soit accessible. Parfois, comme vous l'avez dit, les gens mettent des petits mots, on a besoin de au plus, au moins, tout ça. Mais il faut, là aussi, c'est la sensibilisation, que les gens comprennent le circuit du sang. Quand tu as besoin du sang, tu es hospitalisé dans un endroit. Les médecins demandent. Ils font la demande à la banque de sang qui ravitaille régulièrement beaucoup de ces centres-là. Et en cas de besoin, ils peuvent demander directement à la banque de sang pour que le malade soit ravitaillé. Mais beaucoup ne comprennent pas, c'est toujours ce que je dis, les patients parfois sont un peu pressés et il y en a qui préfèrent même, moyennant de l'argent, aller prendre du sang, alors que le sang est gratuit et ne doit jamais être vendu. Mais pourtant, c'est parce qu'il y a pénurie aussi au niveau des centres de santé. Comment on peut expliquer cette pénurie qui souvent est justifiée par le médecin? C'est vous qui dites pénurie, moi je ne dirais pas pénurie parce que le directeur de la banque de sang est là. L'autre jour, on a visité là-bas et à ce que je sache, il n'y a jamais eu de pénurie au niveau de la banque de sang. Il y a peut-être des incompréhensions, mais dire qu'il y a pénurie, on n'en a pas. Alors, il y a même des plasmas gelés qu'on trouve dans nos structures. Madame la ministre, en matière donc de santé, il y a d'un côté le public, il y a de l'autre le privé. Alors certains parlent déjà d'un système de santé à plusieurs vitesses, ou disons peut-être à 2 vitesses, sauf qu'il y a quand même une certaine promiscuité entre le privé et le public du fait que c'est votre personnel qui se retrouve souvent de l'autre côté. Je crois que la situation a été évoquée lors des États généraux de la santé. Comment est-ce que vous gérez aujourd'hui cette situation? On a des milliers de structures de santé. Il y a beaucoup de structures qui ne répondent même pas aux normes. Et comme vous l'avez dit tout de suite, nous allons, dans les États généraux aussi, nous allons faire l'état des lieux. Nous allons faire l'état des lieux et voir. Et ce qui est bien aussi, qui va être fait, qui a été demandé lors des États généraux, c'est l'exercice privé de la médecine. On verra comment notre personnel va travailler. Et les gens choisiront où ils voudront travailler. Il y aura beaucoup de réformes et je pense qu'avec les États généraux, on trouvera la solution à beaucoup de ces problèmes. Justement, par rapport aux États généraux, Madame la ministre, vous avez fait un travail avec des équipes, des commissions. Vous avez remis le rapport de ces États généraux. Les Maliens veulent savoir, succinctement, par rapport à ce diagnostic sur le système de santé, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que les Maliens peuvent espérer pour des années à venir? Ce que je peux dire, que les États généraux ont d'abord été une instruction de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta à Sikasso. Il a instruit, nous avons fait les États généraux, nous avons fait un plan d'action. Les États généraux, c'est sur 10 ans et nous l'avons bien classé avec le PRODES 2024-2034 et avec la vision Mali 2063 aussi, la première décennie. Et pour une fois, les États généraux, on l'a fait avec un plan d'action. Un plan d'action qui sera évalué chaque année. On a beaucoup de recommandations. On a 68 recommandations et on a plus de 200 et quelques activités qu'on va suivre. Et ces États généraux se chiffrent à 1200 et quelques milliards sur 10 ans. On a crevé l'abcès, on a vu tout ce qui ne marche pas. Notamment, on va même faire l'audit de beaucoup de nos services. Parce qu'on a vu que beaucoup de nos services, les gens se marchent dessus. Il y a des directions qui ont été créées. Est-ce que ça vaut la peine que ça reste? On va faire l'état des lieux. On va voir ce qui marche, ce qui n'a pas marché. Et régulièrement, on rendra compte au peuple malien des résultats de ces États généraux. Les Maliens peuvent savoir quelle est la valeur ajoutée concernant les établissements de santé par rapport aux citoyens et puis à quand
le Malien pourra toucher du doigt cette valeur ajoutée issue des États généraux? Comme je l'ai dit, les États généraux, c'est sur 10 ans. Et on a déjà commencé. Même aujourd'hui, l'activité qu'on a fait par rapport à l'accueil, ça fait partie des États généraux. Il y a dire que comme on l'a fait, en décembre 2025 déjà, le budget était déjà bouclé. Donc à partir de l'année prochaine, tout est pris en compte et régulièrement, on fera. Et les Maliens verront. On n'a pas besoin de leur dire, hein, mieux vaut voir une fois qu'entendre 10 fois. Ils verront de leurs yeux ce qu'on aura pu faire. Est-ce que vous avez déjà pris des mesures qui ont déjà des retombées à cette date? On sait que c'est un peu tôt peut-être pour vous le demander. Oui, on a déjà commencé par rapport même à la carte sanitaire. On a fini l'atelier par rapport à la carte sanitaire qui va déjà être validée. On a fini des trucs sur l'accueil. Ça, c'est déjà des retombées. Donc, ça, c'est pour la première année. Et tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de suivre pour la première année. Tout ce qui doit être exécuté, nous sommes là-dessus. Et à la fin de l'année, on dira ce qu'on a pu faire. Madame le ministre, parlons de crise énergétique. Alors, on se demande bien comment est-ce que vos hôpitaux, vos autres structures de santé font face aujourd'hui à cette crise énergétique. Quelle solution est-ce que vous avez trouvé pour que les hôpitaux, les structures de santé ne manquent pas de courant? On a passé des moments très difficiles l'année dernière lors de la canicule. Et c'était des moments très difficiles. Et là, je profite pour remercier tous les directeurs. Et chacun a fait de son mieux pour que le travail puisse continuer. Cette année, par la grâce de Dieu et grâce aux œuvres sociales du président de la transition, nous avons eu beaucoup d'installations solaires. Et on a déjà beaucoup d'hôpitaux. Il y a l'hôpital dermatologique, il y a l'hôpital odontostomatologie, il y a les centres de santé de référence de la commune 3, et ça continue. Donc vraiment, il y a beaucoup de structures qui sont à l'abri de ce besoin-là. Et ce n'est pas seulement à Bamako, même à l'intérieur. C'est en cours et ça va continuer tout le long de l'année. Et on approche bientôt pour la saison d'hivernage. On ne le souhaite pas, mais au cas où il y aurait des inondations et qu'il y a besoin d'assistance pour ces sinistrés, qu'est-ce que vous avez prévu? L'année dernière aussi, ça n'a pas été facile parce que les cas d'inondation ont fait ravage. On a eu malheureusement jusqu'à 94 décès. Et nous, le ministère de la Santé et du Développement social, nous ne récoltons que les conséquences. Quand il y a des problèmes, ce n'est pas nous. Mais le résultat, c'est nous qui devons gérer. Par exemple, les inondations. Quand il y a inondation, je remercie vraiment tout le monde. Les plus hautes autorités ont fait de leur mieux. Et il y a même le SECOGEC est là. Il y a un comité interministériel de lutte pour les catastrophes. Et pour cette année, nous, on est déjà prêts. Parce qu'on a déjà prépositionné un peu les vivres sur toute l'étendue du territoire. On a pris des dispositions. On ne le souhaite pas, mais si ça arrivait, on est prêt pour les accueillir. Et on a aussi les sites de déplacés. Parce qu'on a vu qu'on met les sinistrés dans les écoles. On veut mettre fin à ça et avoir des sites pour mettre ces sinistrés-là, qui seront pris en charge, qui sont enregistrés, parce qu'ils sont enregistrés sur le plan biométrique pour pouvoir mieux bénéficier des aides. Alors, de crise, parlons-en, et puis de déplacés internes. Qu'est-ce que vous faites pour les personnes déplacées internes aujourd'hui? Quelles dispositions est-ce que vous avez prises pour quand même les soulager ces personnes qui ont dû quitter leur lieu de résidence à cause de la crise? Il faut dire que les déplacés internes, ce n'est pas de maintenant. Nous en avons plus de 330 000. Et au contraire, courant 2024, nous avons déjà plus de 100 000 qui sont retournés. Et l'heure maintenant, ce n'est pas de la prise en charge. L'heure maintenant, c'est de faire qu'ils retournent dans leur lieu d'origine avec la dignité, avec la santé, avec l'éducation. Les dispositions sont prises et on est en train de les accompagner. Hormis cela, ce qu'on a dit, les villages espoirs. Ces villages, on veut faire des activités génératrices de revenus pour que ces déplacés quittent l'assistanat, qu'on leur donne chaque fois de l'huile, du riz, du mil, mais qu'eux-mêmes, ils arrivent à se débrouiller. On a vu, nous avons des sites de déplacés. Si vous aurez voulu venir avec nous dans certains sites, ils font de l'embouche, ils font de l'agriculture, ils font du maraîchage. On fait des projets de développement pour ces personnes déplacées, pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Les hommes et les femmes, on leur apprend des métiers
pour que, retourner chez eux, ils puissent faire quelque chose et puissent être autonomes. Alors, Madame le ministre, la crise, c'est aussi des victimes civiles et militaires avec des enfants que vous accueillez chez vous, qui deviennent donc des pupilles. Comment est-ce que vous appréciez le travail fait aujourd'hui dans ce cadre? Pour les pupilles aussi, on remercie encore le général d'armée Assimi Goïta pour tout ce qu'il a eu à faire pour ces pupilles. Parce que nous en avons beaucoup, sont pris en charge sur le plan santé. Chaque trimestre, ils ont une allocation et ils sont assistés. La directrice est là, elle va les voir dans les écoles. Leur prise en charge éducative est là jusqu'à la majorité. On a des pupilles qui sont dans les universités maintenant. Et dire qu'ils sont morts, les parents sont morts, mais nous sommes là. Le peuple malien est là, toute la République est là pour les aider, les soutenir, pour qu'ils deviennent. Et cerise sur le gâteau, le président de la transition a décidé de construire une maison pour ces pupilles-là. Et ça, c'est déjà un acquis. Chaque 31 octobre, le dernier jour du mois de la solidarité, le président de la transition les reçoit au palais et visite le palais avec ses enfants, leur offre des cadeaux pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Et nous-mêmes, nous les visitons et on fait de telle sorte qu'ils ne ressentent pas trop la perte de leurs parents. Alors, vous avez parlé de mois de la solidarité, parlons-en. C'est une initiative qui dure déjà de longues années. Alors, quel impact le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion? Le mois de la solidarité a déjà franchi les frontières du Mali. Les gens viennent, les gens demandent à s'inspirer et à voir, à comprendre ce qu'on fait. Le mois de la solidarité, c'est fait pour que les Maliens, aussi bien ceux de l'intérieur que ceux de la diaspora, prennent conscience que le Mali est basé sur la solidarité. Le Mali est basé sur le don de soi. C'est pour cela que nous avons 4 semaines thématiques. La première semaine, c'est la première semaine des personnes âgées, où le président même va rendre visite à la personne la plus âgée de la capitale. Et les autres institutions, ça continue dans les communes. La deuxième semaine, c'est la semaine de la femme et de l'enfant, où nous faisons des consultations, on fait différents gestes pour cette catégorie de personnes. La troisième semaine, c'est la semaine des personnes vivant avec un handicap. Là aussi, il y a beaucoup d'activités. Et la dernière semaine, c'est la semaine de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. On fait chaque année. Ce n'est pas seulement les dons qui se font, mais c'est pour qu'un éveil de conscience. Que chacun sache qu'il y a un pauvre à côté de moi que je peux aider. Pendant tout un mois, si nous faisons cet exercice, c'est pour que chacun prenne conscience de cela. Le président de la transition, lui, le fait chaque jour parce qu'il nous accompagne pendant toute l'année. Le ministère aussi, c'est pendant toute l'année. On remercie beaucoup. Il y a beaucoup de bonne volonté qui essaient aussi de faire de cette solidarité leur tien. Il y en a même qui acceptent de faire des dons pour qu'on ne les cite pas. Merci à eux pour tout ce qu'ils font pendant ce mois-là. Digitalisation, il y a une politique qui se met en place de digitaliser notamment tous les départements ministériels. On voudrait savoir au niveau de votre département, qu'est-ce qui a déjà été fait jusque-là? On peut dire que nous sommes dans la digitalisation depuis un peu longtemps parce que nous faisons partie des ministères où même le conseil de cabinet se fait digitalement et c'est suivi par les directeurs régionaux partout. Il y a un lien Zoom et moi-même je suis ce conseil de cabinet même quand je ne suis pas au Mali. Dans nos structures, il y a beaucoup de digitalisation. Il y a des paiements qui se font par digitalisation. Et parfois, même le circuit du malade est digitalisé. C'est-à-dire le malade qui est déclaré, dès qu'il est à la caisse, tous les endroits où ils vont, il est suivi. Et à la fin, et on veut tendre cette digitalisation vers le fait qu'il y ait zéro cash dans nos hôpitaux. Parce qu'on a vu que tant qu'il y a de l'argent qui circule, c'est là qu'il y a beaucoup de spéculation. Et on est en train de tendre vers cette digitalisation dans les structures pour ça. Est-ce que vous pouvez dire que c'est déjà une réussite jusque-là? Bon, on ne dira pas que c'est une réussite, on est là-dessus et on va continuer à le faire. Vous parlez de digitalisation en matière de santé et en matière de développement social. Qu'est-ce que vous avez comme chantier en la matière? En matière de développement social, c'est que nous enregistrons tout le monde. Les déplacés sont enregistrés, les victimes d'inondations sont enregistrées et tout ce qu'on fait pour eux, ça se voit. Auparavant, on ne dira pas fraude, mais on dirait qu'il y a beaucoup qui utilisaient beaucoup ce système
et ils se faisaient enregistrer à Bamako, ils allaient récupérer quelque chose à Ségou. Maintenant, quand tu es enregistré, où que tu es avec ta carte, ça se signale et directement, on peut connaître où tu as été enregistré, ta famille, et ce que tu as reçu pendant l'année. Madame le ministre, je vous propose qu'on jette un coup d'œil sur cette autre vidéo. C'est un micro-trottoir réalisé par nos confrères de l'ANCD et qui nous donne un peu la perception qu'ont les Maliens de ce que vous faites au niveau du département de la santé et du développement social. Sincèrement, l'accès aux soins est facile parce que quand je viens, je suis satisfait en partant. Voilà, donc vraiment à féliciter, les médecins à féliciter, tout le monde fait de son mieux. Il y aura toujours des améliorations à faire parce que les gens vont toujours continuer à se plaindre. Mais c'est des histoires de santé, les gens viennent très fatigués, très sensibles. Donc il faut être à l'écoute de tout un chacun. On va continuer à leur dire merci et surtout courage. Lorsqu'on fait une évaluation à mi-parcours, on dira que le bilan est positif. Positif, parce que le plateau technique est vraiment garni et nous avons vraiment des techniciens de qualité pour faire face vraiment à toutes sortes vraiment de maladies et surtout pour la satisfaction des usagers. Il y a eu d'améliorations parce que avec le renforcement de la capacité des équipements de l'imagerie, du laboratoire, nous avons constaté une amélioration nette, une augmentation de recettes de l'hôpital. Alors, retour sur ce plateau, Madame le ministre, pour parler perspective en matière de santé comme en matière de développement social. À quoi est-ce que les Maliens peuvent s'attendre dans les prochains mois, dans les prochaines années? En ce qui concerne la santé, on va continuer avec l'exécution du plan des États généraux de la santé. En ce qui concerne le développement social, nous avons fini le TDR et nous allons faire les assises du développement social. Et là, on va inviter même les pays de l'AES pour le faire. Là aussi, on va faire un plan et on va faire des recommandations et une planification sera faite. Est-ce que vous avez des perspectives assez probantes dans ces mois, années à venir concernant l'évacuation sanitaire qui est très souvent monnaie courante dans notre pays? Nous faisons ce que nous pouvons faire. Sinon, il y a évacuation sanitaire en sens inverse. Le directeur de l'hôpital de Kati est là. Les gens quittent l'étranger pour venir se faire soigner au Mali. L'évacuation en tant que telle, il faudra beaucoup de sensibilisation pour que les Maliens comprennent. Parce que parfois, les gens pensent que quand on est un peu nanti, il faut sortir pour aller se faire soigner. Personne, on n'est pas roi, nul n'est prophète dans son pays. Et que les Maliens comprennent qu'ils peuvent faire confiance à leur système de santé, qu'ils peuvent faire confiance aux médecins qui sont là à la prise en charge. Nous faisons des exploits ici et nous sommes enviés par beaucoup d'autres. Parfois, les Maliens ne le savent pas, mais on fait ce qu'on peut faire. Et parfois, le tourisme sanitaire, ça n'a pas trop de gains. On a vu beaucoup qui viennent pour mourir ici, ou bien malheureusement qui viennent même dans des caisses, après avoir dépensé des millions, alors que des solutions auraient pu être trouvées sur place ici. Alors quand vous dites qu'il y a des évacuations en sens inverse, on aimerait bien que vous approfondissiez un peu la question. Qu'est-ce que les gens de l'extérieur envient autant chez nous, viennent chercher chez nous? Vous avez vu, je ne sais pas, nous avons fait les portes ouvertes de l'hôpital de Kati. Vous avez vu que nous avons des appareils de dernière génération. Des appareils qui permettent, au lieu de faire une semaine d'hospitalisation, en 3 jours tu es guéri. On n'a même pas besoin d'ouvrir pour que tu sois guéri. Nous avons la procréation médicalement assistée qui marche à l'hôpital du Mali. Nous avons la dialyse qui est là et qui est prise en charge mieux que dans beaucoup d'autres pays. Et parfois, malheureusement, les gens essaient même d'abuser de notre gratuité pour venir se faire soigner ici. D'accord. Madame le ministre, nous sommes donc au terme de cet entretien. Avant de quitter notre plateau, qu'est-ce que vous avez comme message à l'endroit, on va dire, du personnel soignant, de vos agents et des Maliens en général?
D'abord, à la population malienne, je demande au nom de tout le personnel socio-sanitaire la clémence, le pardon, pour tout ce qu'on n'a pas pu faire, pour tout ce qu'on n'a pas pu assister, pour toutes les vies qu'on n'a pas pu sauver, et dire que nous sommes là pour cette population. Au personnel, je dirais félicitations et bon courage. Continuons à faire ce que nous avons à faire sans tenir compte de beaucoup trop de détails. Ce n'est pas facile. Nous devons faire de notre mieux parce que les patients comptent sur nous, la population compte sur nous. Nous aider les uns et les autres pour satisfaire cette population. Nous n'avons pas d'autre objectif que le bonheur de nos populations. Et à vous, médias, de faire circuler la bonne information. Parce que parfois, une information peut transformer un acte en drame et peut transformer des vies. Voilà. Merci. Merci bien, Madame le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame le ministre. Merci. Merci, Fadima. Merci, Yaya. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Malikoura Tassira revient demain, même heure, même antenne. Vous retrouverez donc Madame le ministre de la Santé et du Développement social. Elle se répondra aux questions de Marc Koulibaly et de Adel Samake. Ce sera en langue officielle Bamanankan. Bonne suite de programme, excellente soirée.